messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Metro News. Voici les points forts de l'actualité. Lancement ce vendredi par le ministère de la Justice d'une opération baptisée Sans Point Souffle qui vise à lutter contre la détention préventive prolongée. Les autorités judiciaires promettent des résultats dans 6 mois. La compagnie Sogénère dénonce une vaste campagne de persécution orchestrée par les autorités haïtiennes contre la famille Vorbe ainsi qu'Elisabeth Desbrosses-Prival, selon les responsables de cette institution. Les recettes douanières ont connu une augmentation de plus de 30% au cours du mois de juillet. Durant cette période, la douane a collecté plus de 4,8 milliards de gourdes. Une performance saluée par l'économiste Christian Farel. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique lance une série d'opérations coup de poing baptisées Sans Point Souffle en vue de désengorger les prisons. Faisant savoir qu'il applique la politique du gouvernement concernant la lutte contre la surpopulation carcérale, notamment la détention préventive prolongée, Maître Rockefeller Vincent promet des résultats pour les 6 prochains mois. Le nouveau ministre de la Justice a fait ses annonces lors d'une visite au pénitencier national ce vendredi. Je me fais accompagner de tous les commissaires près le tribunal de première instance de Port-au-Prince pour qu'ils soient en ma compagnie pour rendre cette visite. Ils sont là à mes côtés, ils ont vu, ils ont constaté l'état des détenus, des prévenus, ils sont instruits à organiser des audiences pendant 6 mois environ, et après la rencontre que nous avons eue avec eux, avec le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et des commissaires du gouvernement, nous nous sommes mis ensemble pour lutter contre la détention préventive prolongée en instituant une opération appelée coup de poing ou, si vous voulez, opération Sans Point Souffle. Et ceci, ça va durer au moins 6 mois. C'est juste pour décongestionner la prison. C'est juste pour libérer, après jugement, ceux qui attendent à être libérés, à être absous. C'est juste pour condamner ceux qui méritent d'être condamnés. Nous sommes là pour la mise en œuvre de la feuille de route de l'administration Moïse Joute. Nous, en notre qualité d'acteurs judiciaires, nous sommes là pour pérenniser, pour faire avancer cette feuille de route. Et cette visite que nous rendons au pénitencier national, ça va continuer au niveau de la Croix des Bouquets. Nous avons comme axe d'action de combattre l'insécurité foncière. Comme axe d'action que nous gagnons pour nous capables de réduire la criminalité qui sévit dans le pays. Et ceci avec la concertation de la police nationale d'Haïti. Tout le monde a mis les mains correctement pour que l'insécurité qui blaye dans le pays à la veille des élections pour que nous-mêmes nous éradiquions mal ça, nous éradiquions fléau ça. Un véhicule du Centre ambulancier national a été saisi il y a plus de 2 mois par les membres du gang de Savien, une localité de l'Artibonite. L'annonce a été faite par le directeur général du CAN, Didier Hérold Louis. Ce type d'action a obligé l'institution à adopter de nouvelles dispositions dans cette zone et par extension au reste du pays, a fait savoir le directeur qui explique qu'au carrefour Marassa également, des individus armés ont tiré sur un patient qui se trouvait à bord d'un autre véhicule du CAN. Didier Hérold Louis lance un appel à la vigilance aux membres de la population et demande aux autorités policières et judiciaires d'assumer leurs responsabilités en vue de permettre au CAN de récupérer le véhicule. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, un véhicule du Centre ambulancier national a disparu dans la zone de l'Artibonite après avoir transporté en urgence un patient à l'hôpital universitaire de Mirbalais. Didier Hérold Louis est le directeur général du CAN. Au retour, puisque tu as des voies, des routes qui étaient bloquées dans le plateau central, l'ambulance passait par l'Artibonite. L'ambulance passait par l'Artibonite au niveau de Savien. Il y a des hommes armés qui campaient l'ambulance là.
et ils ont fait personnel qui était dans l'ambulance en descendre. Ils ont dit personnel là, ils mettent à aller. Ils mettent en route là à aller. Ils ont même eu aucune ambulance là. Comme si ce n'était pas suffisant, les membres des groupes armés ont encore frappé dans la nuit du 2 au 3 juillet. Cette fois au carrefour Marassa, ils ont ouvert le feu sur un patient à bord d'une ambulance. Côté que des individus armés scénaient l'ambulance là, et il y a un individu qui montait l'ambulance là, qui tirait sur le patient qui était couché dans l'ambulance en société derrière. Il fait personnel la descendre, il montait lui-même, il tirait sur mon dans l'ambulance là. Dans les deux cas, les ambulanciers du CAN sont sortis sains et saufs, poursuit le directeur. L'institution va continuer à fournir ses services, mais entend prendre de nouvelles dispositions, insiste Didier Hérold dans Louis. Ces mesures seront d'application stricte d'abord dans la zone de l'Artibonite, ensuite dans le reste du pays. Décider de restreindre le déplacement ambulancier dans la zone de l'Artibonite. Sinon, une ambulance qui est séquestrée par des hommes armés dans la zone de l'Artibonite. Et nous n'avons pas besoin de mettre pied sous clou. Donc ça veut dire nous demander aux ambulanciers de gagner une nécessité pour faire une urgence, pour éviter la zone Savien le plus possible. Nous avons restreint le déplacement ambulancier. Ce n'est pas la première fois que le Centre ambulancier national rencontre des problèmes dans la zone de Savien. Toutefois, vu l'importance des services offerts par le CAN à la population, son responsable lance un appel à la vigilance aux habitants de cette section communale. Surtout les la prend route l'Artibonite, surtout les la passer dans la zone Pont-Sondé, surtout les la passer devant l'entrée Savien. Restez très très vigilant. Le ouais ambulance et quand mon jour ouvert en pile sur route là, essayez de regarder qui plaque immatriculation ambulance là pour qu'on ait si c'est pas ambulance ça justement qui séquestré qui peut le passer devant, peut-être croiser devant machine ou pourtant en embuscade, ou bien qui a fait action que vous-même êtes capable victime de lui. Avec seulement 71 véhicules en service dans les 10 départements du pays et plus d'une cinquantaine bientôt en réparation, le CAN doit faire une gestion rationnelle de ses ressources limitées. Il n'y a pas mystère sur ceux qui ont volé cette ambulance. La police et la justice doivent agir vite, selon Didier Hérold dans Louis. Nous avons réitéré appel à autorités policières et autorités judiciaires. Nous avons envoyé appel là à la population même. Pour nous toutes, nous travaillons ensemble pour ambulance 0 SE 03636 là, retourner dans le centre ambulancier national. À 2 reprises, des membres du personnel du Centre ambulancier national ont été la cible des individus armés. Une au niveau de l'Artibonite et l'autre au carrefour Marassa. Fort de ce constat, des dispositions sont prises selon le directeur général de cette institution, notamment évaluer les risques avant de se rendre sur les lieux. Une mesure, bien entendu, qui vise à protéger non seulement les professionnels de santé ainsi que les matériels du CAN, mais également qui risque d'avoir des conséquences néfastes en ce qui concerne les citoyens en quête de soins et qui ont besoin de se déplacer. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. La douane a collecté 4,8 milliards de gourdes de recettes au mois de juillet, soit 30,87% de plus que les objectifs fixés par les responsables. Cette performance représente une hausse de 25,99% par rapport aux perceptions du mois de juin 2020, selon les responsables. Elle est d'autant plus importante qu'elle a été obtenue en dépit d'une baisse de 22% du niveau d'importation cette année par rapport à l'exercice écoulé. Une très bonne nouvelle pour les autorités financières du pays, selon l'économiste Kessner Farrell. La direction de la Sogénère dénonce une campagne de persécution orchestrée par les autorités haïtiennes contre la famille Vorbe ainsi qu'Elisabeth Desbrosses-Préval. Sogénère déplore également que toutes les institutions étatiques aient été mobilisées pour porter atteinte à ces derniers. Pourtant, la Sogénère rappelle qu'étant une société anonyme dont la famille Vorbe et Elisabeth Préval ne sont que les actionnaires, ils sont protégés de toute poursuite judiciaire directe. Leur domicile n'aurait donc pas dû être placé sous le contrôle sécuritaire de la police. Rien ne peut justifier de telles actions, selon la direction de la Sogénère. Sinon, nous citons la volonté du président Jovenel Moïse, abusant de son statut de chef de l'État, de persécuter des entrepreneurs. La BRH annonce des injections jusqu'à concurrence d'un montant de 150 millions de dollars sur le marché pour le reste de l'exercice fiscal 2019-2020. Selon une note de la Banque centrale, ces injections seront effectuées sur une base hebdomadaire à compter du 10 août 2020.
Selon l'économiste Rifar Serran, c'est une bonne nouvelle pour le marché qui va non seulement aider à augmenter l'offre de dollars au niveau du système bancaire, mais aussi à assécher des gourdes sur le marché. Toutefois, l'économiste précise que l'impact de ces injections sur le taux de change dépendra du comportement du financement monétaire, des arrivées de passagers dans le pays et des décaissements en appui budgétaire de la part des partenaires d'Haïti. Alors, c'est le week-end qui s'annonce. En général, on souhaite toujours se faire une idée du climat ou encore de la température, comment cela s'annonce. Alors, bonsoir, Rudy Victor, notre météorologue maison. Bonsoir Wendell, bonsoir aux téléspectateurs de Metro News. Rudy, d'abord, vraiment pour le week-end, est-ce que nous sommes capables de sortir pendant le week-end, non? Est-ce que nous sommes capables d'aller à la plage? Est-ce que le week-end sera humide, mouillé? Nous avons un bon week-end qui se dessine là, Wendell. Pourquoi? C'est que nous avons de l'air sec qui arrive. Bien sûr, aujourd'hui, c'est le début du week-end. Il y a des chances de pluie, surtout sur la presqu'île du Sud. Mais le reste du week-end, samedi et dimanche, sera un peu moins mouillé avec l'arrivée de la brume du sable du Sahara, que nous connaissons très bien. Oui. Mais pourquoi ça devient si courant, si fréquent? C'était toujours le cas, juste qu'on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Ou bien on n'était pas au courant. C'est ça, c'est la bonne raison. Depuis tout petit, j'entends les capitaines météo parler de la brume de sable, la brume sèche, etc. On parlait souvent de la brume sèche. Alors c'est l'époque, c'est juillet, août, c'est l'époque du pic de la brume de sable du Sahara. Et effectivement, nous avons un autre épisode qui arrive demain, au cours de la journée, qui va se prolonger pratiquement pendant toute la semaine, mais ce ne sera pas aussi important que les épisodes précédents, parce que disons que ça va aller entre, alors c'est un terme technique, entre 15 et 30 microgrammes par mètre cube. Ce n'est pas très important, mais c'est quand même suffisant pour déranger les gens qui sont vulnérables, qui sont asthmatiques. Donc il doit prendre de petites précautions. Naturellement aussi, la brume de sable du Sahara amène quoi? Ça amène de la chaleur. C'est très important aussi, il faut de la s'hydrater. Et cela va réduire les activités pluvieuses durant le week-end. Il y a les annonces ou encore les prévisions que j'ai lues sur les réseaux sociaux et qui font frémir. C'est vrai que vous avez annoncé une saison cyclonique très active cette année. Mais si l'on associe vos prévisions à celles que l'on a vues hier, il semble qu'il y a de quoi être inquiet. Définitivement, Wendell, je pense que c'est la première fois que je vois autant de paramètres s'aligner qui converger vers une saison active. Mais ce n'est pas seulement que vers une saison active, mais c'est surtout les zones à risque. Et principalement notre région, je parle des Grandes Antilles surtout, cette année, il semblerait que nous soyons beaucoup plus à risque que les saisons précédentes. Effectivement, vous venez de le dire, les prévisions de la NOAA sont sorties hier et c'est les prévisions les plus alarmistes qu'ils aient jamais publiées. Et entre 19 et 25 tempêtes tropicales, 7 à 11 ouragans, bien sûr, il faut compter ceux qui se sont déjà formés. Donc, disons à peu près 16 tempêtes encore et peut-être 9 ouragans. Et il n'y a encore eu aucun ouragan majeur. Et c'est leur prévision et généralement, ils sont assez proches de la réalité. Mais comme je vous dis, ce qui inquiète, c'est les paramètres que nous avons qui montrent, qui indiquent que la saison sera active, certes, mais le plus important, c'est que les Grandes Antilles, notre région sera beaucoup plus à risque. Par exemple, sur cette image que vous voyez, Wendell, c'est le NMME, c'est un modèle américain qui combine les modèles les plus sérieux. Et ce que les images, la couleur bleue que vous voyez, ça indique là où il y aura beaucoup plus de pluie que la normale. C'est prévision pour août, septembre et octobre. Et vous voyez qu'il y a ces couleurs-là depuis les côtes de l'Afrique jusqu'au golfe du Mexique en passant à l'intérieur des Caraïbes. Alors qu'un petit peu plus haut, vous voyez des couleurs orange, marron, brune. Elles indiquent des précipitations en dessous de la normale. Là où vous voyez où les précipitations sont beaucoup plus importantes que la normale, ça voudrait dire, ça laisse indiquer que ce serait la trajectoire moyenne des ouragans durant cette période. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des ouragans à passer autre part, mais ce serait la trajectoire moyenne, la trajectoire privilégiée des ouragans pour cette période. Donc nous devons comprendre que la formation d'une perturbation quelconque n'est pas spontanée. Il y a un processus. Oh, bien sûr, ça prend du temps. Et c'est ce qui vous a permis, vous, météorologues, vous, scientifiques, de voir et de prévoir.
Il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Beaucoup de paramètres. Il y a des paramètres comme la température de l'océan, et où est-ce qu'il y aura beaucoup plus de vent de cisaillement sur la région, quels sont les phénomènes planétaires qui vont favoriser des conditions beaucoup plus favorables, des tas de choses, et quand est-ce que ça va se produire. Et on a l'impression qu'il va y avoir une sorte de collision durant les semaines à venir, disons 3 ou 4 semaines, avec non seulement le pic de la saison qui va approcher, c'est-à-dire que les conditions, la température de l'océan sera beaucoup plus élevée que la normale, il y aura moins de cisaillement sur la région, mais en plus de ça, il y a d'autres paramètres beaucoup plus c'est pas difficile à prévoir, mais ces autres paramètres vont renforcer les risques pour cette période, comme un phénomène qu'on appelle la MJO, c'est un phénomène planétaire, mais surtout dans la zone équatoriale et tropicale. Lorsque vous avez cette phase positive, ça crée des conditions favorables pour les ouragans. Donc tout ça va arriver presque au pic de la saison cyclonique. Donc beaucoup de paramètres qui indiquent une saison assez dangereuse pour la région rhône. On peut être inquiet, mais il n'y a pas de quoi s'alarmer. Non, pas du tout. Il faudra suivre ce qui va se passer, écouter Métropole, être attentif au bulletin, parce que, comme je vous le dis, c'est une saison à risque. Et quand vous dites que la saison sera à risque, Haïti n'est pas épargné. Non, Haïti n'est pas épargné. Cela pour plusieurs raisons, parce que les modèles montrent effectivement que ce sera peut-être la trajectoire favorite des cyclones, le bassin des Caraïbes, et nous sommes dans le bassin des Caraïbes. Ensuite, quelque chose de très important, c'est que je regarde souvent les statistiques. Il n'y a pas eu pratiquement de cyclone à Port-Mathieu à traverser sur le bassin des Caraïbes depuis 2007. Et la trajectoire est là. Exactement. Elle n'est pas obstruée. Non, elle n'est pas obstruée. Donc il y a eu des conditions qui ont empêché au cyclone d'emprunter cette voie. Alors que durant les périodes comme 2005, 2004, 2008, avant 2006, il y en a eu en 2000, 2003, même avant en 98. Mais maintenant, il semblerait qu'il va y avoir un retour des cyclones sur la mer des Antilles. Nous avons déjà eu un petit aperçu, si vous voulez, avec Gonzalo, qui est mort bien sûr, mais il est entré dans le bassin des Caraïbes. Il y a eu aussi Isaias. C'était pas encore un cyclone, mais en juillet, voir 2 systèmes comme ça pénétrer sur la mer des Antilles, même si c'était pas de gros systèmes, ça doit faire tic, dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui va se passer lorsque les conditions seront favorables? Et elles le seront. C'est une garantie, Wendell. Elles le seront. Elles le seront. Bon, là, à la place des autorités, vous auriez mis le paquet pour passer les consignes ou encore mettre tout en branle de manière à protéger la population, les populations. Est-ce que ça fait une différence? Parce que lorsque la saison cyclonique arrive, vous devez vous préparer. S'il n'y a pas encore de système, donc vous faites comme le commun des mortels, vous préparez, vous observez ce qui se passe. C'est au cas par cas. Un cyclone arrive, il se présente la menace, et là, vous savez quoi. Mais lorsque vous avez toutes ces conditions, vous allez être un petit peu plus attentif définitivement à la situation. Parce que ce ne sera peut-être pas un cyclone, ce sera peut-être une onde un peu plus forte, etc. Donc il faudra être très attentif pour parler au plus précis. Merci infiniment, Woody Victor. Vous êtes notre météorologue maison, comme on l'a dit. Bon week-end, Woody. C'était tout pour aujourd'hui. Madame, Monsieur, passez un excellent week-end avec Métropole.